Salut à tous, Adriano Peta de Géopolitique Mondiale. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Nous allons voir plus en détail comment se déroule cette transformation des élites aux États-Unis, car nous avons déjà vu dans une vidéo ici qu'il y a un changement d'élite en Angleterre. Cela a aussi eu lieu en Europe, même si je n'ai pas fait de vidéo à ce sujet et ne prévois pas d'en faire. Aujourd'hui, voyons ce qui se passe aux États-Unis, car cela impacte le monde entier. Ah, mais nous sommes au Brésil, cela affecte le monde. En réalité, ce que nous voyons, c'est un changement d'élite très rapide dans le monde entier. Tous les pays du monde vont subir des transformations dans les prochaines décennies. Certains vont résister, d'autres vont changer pour on ne sait quoi. Et les États-Unis sont dans cette phase où ils vont changer pour je ne sais quoi. Cela ne signifie pas qu'ils sont en train de s'effondrer. Je ne vois pas les États-Unis en train de s'effondrer comme beaucoup de gens le disent. Je les vois dans un changement structurel de pouvoir. De la même manière que lorsque Rome était une monarchie et qu'elle est devenue une république, puis après la république, un empire. Je constate actuellement aux États-Unis un changement de pouvoir et un remplacement des élites, sans leur effondrement. Nous allons détailler cela dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant cela, les amis, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. Et partagez beaucoup cette chaîne, parce que si on compte sur YouTube, personne ne saura qu'elle existe. Elle est complètement mise sous le tapis par YouTube, donc votre aide en la partageant beaucoup est très importante. Si chaque personne qui regarde, si vous regardez cette vidéo, la partage avec 5 ou 10 personnes, waouh, ce serait déjà quelque chose de phénoménal. Vous n'avez pas idée à quel point vous aidez la chaîne quand vous la partagez, surtout dans les groupes WhatsApp, sur Facebook, sur Telegram. Avec votre patron, avec votre copine, avec votre copain, avec votre père, ça aide beaucoup, alors partagez. Voilà les amis, d'accord? Et si vous arrivez ici maintenant et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous aussi, mais ne vous contentez pas de vous abonner. Jetez toujours un coup d'œil à ce qui sort. Chaque jeudi à 19h, il y a une nouvelle vidéo. D'accord? Je m'appelle Adriano Peta et voici la chaîne Géopolitique Mondiale. Entre 1932 et 1933, au plus fort de la Grande Dépression, une nouvelle idéologie anticapitaliste et antisocialiste a commencé à occuper le centre du débat public aux États-Unis. Le soi-disant mouvement technocratique, qui prônait la technocratie comme système de gouvernement au détriment de la démocratie représentative et de la politique partisane. Proposant de remplacer les politiciens, les partisans et les hommes d'affaires par des scientifiques et des ingénieurs qui possédaient les connaissances et la technique suffisante pour gérer l'économie et d'autres parties du gouvernement. Au final, la technocratie a fini par perdre du terrain face à d'autres propositions, comme la gestion de la crise de la Grande Dépression. Mais l'idée elle-même a continué d'exister, même si ce n'était qu'en petit nombre. Elle s'est répandue parmi des personnes influentes au fil des décennies, mais n'a jamais eu une grande importance. Elle n'a jamais été prise suffisamment au sérieux pour devenir un véritable mouvement politique. L'idée de ce mouvement est même plutôt séduisante. Après tout, quand on regarde ces politiciens génériques, peu intelligents, égocentriques, corrompus, dépourvus de moralité, qui ressemblent presque à des semi-humains, sans vision stratégique de l'État, et qui inventent des projets de loi à la chaîne, comme s'il s'agissait de recettes de cuisine, juste pour faire croire qu'ils travaillent ou qu'ils savent réfléchir. Il devient facile de comprendre qu'il vaudrait peut-être mieux, en fait, que nous soyons dirigés par des personnes spécialisées et intelligentes. Cependant, même avec tous ces défauts, ces politiciens ont une énorme capacité à survivre. Et, après tout, qui étaient ces technocrates nerds au milieu d'une forêt de renards, de crocodiles et de lions expérimentés? Comme ces politiciens traditionnels, impliqués dans toutes sortes de manigances et de conspirations politiques. Ce n'est pas comme si on pouvait vraiment prendre cette idée de technocratie au sérieux. Apparemment, et même si on dirait que je parle du Brésil, en réalité je parle même des États-Unis. Mais il est important de comprendre le contexte de l'émergence de ce mouvement, car le début des années 1930 était une période de forte concurrence entre les idéologies. Et les Américains désillusionnés étaient exposés au socialisme, au fascisme, au libéralisme et à bien d'autres idéologies. Différents modèles de planification économique, étatique et même des versions embryonnaires de ce qui allait devenir le New Deal. Mais là, pendant une courte période, la technocratie a réussi à surpasser toutes ces tendances. En termes d'enthousiasme populaire et d'attrait immédiat, elle se présentait comme quelque chose de nouveau, rationnel, non idéologique, prometteur, promettant efficacité, stabilité et prospérité grâce à la science et à l'ingénierie sociale. Personne ne les avait pris au sérieux, du moins jusqu'à récemment, lorsqu'un gouvernement véritablement technocrate, que beaucoup de gens ont l'illusion de croire socialiste, a commencé à prendre la tête de l'économie et de l'industrie mondiale. La Chine, oui, le Parti communiste chinois n'est communiste que de nom.
Et penser qu'ils sont socialistes ou communistes simplement à cause de cette autodénomination, c'est ignorer la réalité. C'est comme penser que si on met du lait dans une bouteille de bière dont l'étiquette indique bière, ce lait deviendra de la bière. Le PCC actuel n'est plus maoïste ni idéologique au sens classique. Il est technocratique, méritocratique, obsédé en interne par la stabilité, orienté par les données, pragmatique et hostile à la volatilité politique. Et surtout, il s'appuie pas sur le développement technologique pour soutenir l'avenir de la civilisation chinoise, des caractéristiques propres au mouvement technocratique américain. Le succès de la Chine est survenu lorsque la démocratie américaine a commencé à s'effondrer à cause de la polarisation politique. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas la délocalisation des emplois américains vers la Chine qui a causé cela. Non, les États-Unis trébuchaient déjà et étaient désorientés bien avant que le facteur de succès chinois n'entre en jeu. Cependant, les États-Unis ne se sont pas effondrés ni n'ont provoqué l'effondrement du système, contrairement à l'Union soviétique ou d'autres pays. Parce que c'est une culture extrêmement agile et adaptable, fruit d'un individualisme dynamique qui valorise la liberté et l'innovation. Et aussi la méfiance envers un gouvernement central fédéral. Alors cela génère ce conflit interne qui empêche les élites de prendre facilement le contrôle de tout le pays pour faire ce qu'elles veulent, comme cela pourrait arriver dans d'autres pays. Et c'est aussi le résultat d'un pouvoir des États très résistant à l'influence de la capitale fédérale, Washington. Donc ce dynamisme que l'on peut même considérer à un certain niveau comme étant quelque peu chaotique. Combiné à cette décentralisation politique, cela a donné aux Américains une survie importante face à des forces très puissantes qui ont toujours tenté de monopoliser le pouvoir de façon absolue. Beaucoup d'autres sociétés à travers le monde auraient soit déjà succombé face à ces forces, mais cette complexité américaine a rendu difficile un contrôle absolu, du moins jusqu'à présent. Parce que bien sûr, tout a son temps. La fatigue morale de la société américaine face à un système qui était incompatible avec ses valeurs traditionnelles remontait déjà aux années 70 avec la gueule de bois de la guerre du Vietnam. Une chose, après tout, c'était de se battre pendant la Seconde Guerre mondiale, une guerre où ils avaient été attaqués en premier. Et elle était défensive, aussi bien de leur part que de la part des pays alliés. C'en était une autre qu'ils soient que les agresseurs dans une guerre qui ne semblait pas avoir de fin. Cela a eu un très grand impact psychologique. L'autre grande crise, celle de la drogue, existait déjà dans les années 80 et 90, provoquant de vraies guerres de gangs dans les grandes métropoles nord-américaines. Cependant, tout cela était encore quelque chose avec lequel la société américaine parvenait à composer tant bien que mal, mais elle arrivait à avancer jusqu'à l'arrivée du 11 septembre, et ici se sont ajoutés les impacts d'un contexte psychologique, technologique, économique et politique. Psychologiquement, le traumatisme du terrorisme et la méfiance envers une infiltration dans le pays. Washington en a profité pour créer une législation qui leur permettrait une surveillance interne accrue. Cela a coïncidé avec un moment technologique qui a permis la mise en œuvre d'une série de nouvelles technologies dans cette surveillance. Économiquement, c'est à ce moment que l'ascension de la Chine a débuté, posant un défi en sciences politiques et en économie. Parce que la foi absolue que la majorité des scientifiques, des politiciens et des économistes avaient reposé essentiellement sur deux principes, qui se réaffirmaient mutuellement, mais par des chemins inverses. Parce que, selon la première idée, c'était l'idée qu'une nation qui se développe, s'enrichit et atteint un haut niveau de scolarité et de richesse par habitant. Inévitablement, cela engendrerait une classe moyenne plus inclusive, plus critique et plus participative politiquement, qui exercerait une pression pour des changements dans le système politique. Il ne resterait donc qu'à s'ouvrir politiquement et se démocratiser comme dans la démocratie occidentale libérale. La deuxième idée était que seule une nation qui adopte un système économique libre pourrait continuer à s'enrichir et à devenir compétitive économiquement et technologiquement. Et il n'est pas possible d'avoir une économie libre sans une politique également libre et démocratique. Dans les deux cas, rien de tout cela n'était la Chine, mais quelques rares théoriciens ont perçu quelque chose que les économistes, les scientifiques et les politiciens n'ont pas réussi à voir. Et ce n'est pas un hasard, car ces deux domaines, tant qu'ils restent concentrés sur leur spécialité et leur bulle, ne pourraient pas voir le contexte plus large et la profondeur qui implique la géopolitique et les civilisations. Contrairement à ce que la majorité disait, à savoir que la Chine allait s'occidentaliser, quelques rares personnes ont affirmé que c'est le monde qui deviendrait plus chinois, dans le sens où il copierait davantage la Chine. Et si vous pensez qu'il s'agirait d'un plan communiste chinois visant à rendre le monde plus chinois afin qu'il puisse dominer un monde contrôlé?
Alors par Pékin, c'est pourquoi il serait plus sinisé. Je suis désolé, mais cette vidéo ne va pas te plaire. Parce que ce serait beaucoup plus facile si c'était la réponse, parce que c'est une réponse simple et stupide, mais ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison est un facteur purement anthropologique qui, depuis des milliers d'années, influence la géopolitique. C'est une force bien plus puissante que n'importe quelle conspiration secrète, c'est la force de l'exemple. Et ce n'est pas un hasard. Si tu suis la chaîne, tu sais que les humains copient ce qu'ils considèrent comme des exemples de réussite, que ce soit en tant qu'individu, en tant que groupe ou en tant que nation. Il y a quelques vidéos où j'explique cela, cette raison anthropologique derrière cette question de copier des exemples de réussite. Mais le point, c'est que, alors que les États-Unis se distinguaient comme un succès extrême après la fin de l'Union soviétique, le modèle de démocratie libérale est alors devenu le modèle considéré comme le mieux exécuté, celui qui pourrait conduire les nations au succès. Beaucoup pensent que cela vient seulement d'une imposition américaine, mais ce n'est qu'en partie vrai. Parce qu'en même temps qu'il y avait effectivement ce mouvement d'imposition de la part des États-Unis, il y avait aussi un mouvement interne dans les nations, où beaucoup de gens voulaient un peu copier ce modèle politico-économique américain parce qu'il semblait être le plus réussi. Comprenez qu'en géopolitique, on ne parle jamais d'une seule chose, mais toujours d'une somme de facteurs qui en génèrent d'autres. Parce qu'il y avait ce messianisme des États-Unis à vouloir répandre la démocratie libérale, même par la force s'il le fallait. Mais il y avait aussi, à l'intérieur des pays, des mouvements qui voulaient imiter les Américains. Mais comme je l'ai dit, cela a aussi commencé, petit à petit, à montrer des signes de fatigue. Bientôt, l'ascension de la Chine répète ce même processus. Aujourd'hui, elle semble être le modèle le plus réussi. Et je dis bien « elle semble ». Ce jeu n'est pas terminé, il faudra encore attendre environ 30 ans avant de pouvoir trancher ainsi. Mais ce modèle chinois, politiquement plus fermé, semi-démocratique, parce que, même si c'est une dictature, ce n'est pas une dictature personnalisée, comme les dictatures nationalistes arabes de Kadhafi ou de Saddam Hussein. Ou, comme ce fut le cas d'une dictature chilienne avec Pinochet, cette dictature est plus institutionnalisée, mais elle n'est pas non plus aussi dure et impénétrable que celle de la Corée du Nord, ou de la Chine elle-même pendant l'ère maoïste. Elle a des accès, mais ces accès sont beaucoup plus filtrés que dans une démocratie. Cependant, ce n'est pas vraiment une démocratie. C'est quelque chose de politiquement fermé, mais c'est vaste et englobant, et sur le plan économique, ce n'est pas un système capitaliste libéral. Mais c'est déjà plus libéral que la plupart des pays européens, ou même plus que le Brésil lui-même, par exemple, mais avant tout le Parti communiste chinois. Il est dirigé par une élite technique composée de personnes spécialisées dans leur domaine d'activité, et surtout majoritairement d'ingénieurs. Parmi ceux qui disaient que le monde deviendrait plus chinois, il y en a deux qui méritent l'attention. L'universitaire Stéphane Halper et le journaliste Martin-Jacques Halper. Il affirme que l'avantage compétitif de la Chine dans le monde en développement est à la fois économique, politique et institutionnel, et qu'elle opère simultanément à 3 niveaux, vitesse et flexibilité économique. Conversion du commerce en soutien diplomatique et diffusion d'un modèle alternatif à celui de la démocratie libérale occidentale. Pour de nombreux pays, l'approche chinoise est plus rapide, moins bureaucratique et moins paternaliste que celle de l'Occident. Contrairement aux Européens, qui agissent un peu comme des parents envers les pays en développement, prétendant savoir ce qui est mieux pour eux et donnant des leçons de morale. La Chine se concentre uniquement sur la négociation avec quiconque signe le chèque, tandis que les projets avec la Banque mondiale peuvent prendre des années de négociation et imposer des conditions moralisatrices. Les accords avec la Chine sont conclus en quelques mois, sans exigence de réforme politique ou institutionnelle, et cette rapidité vient de ce capitalisme chinois. Grâce à des subventions publiques, les entreprises chinoises réalisent donc des projets peu rentables à court terme pour atteindre des objectifs stratégiques, accéder aux matières premières et renforcer leur influence politique. Comme ils n'ont pas les freins des démocraties libérales, comme des parlements puissants ou la pression de l'opinion publique. La Chine peut négocier et exécuter des accords beaucoup plus rapidement que les États-Unis, l'Europe et le Japon, et ses relations commerciales se transforment en soutien diplomatique. Sans imposition, comme je l'ai dit, Pékin n'impose pas de conditions, mais finit par obtenir un soutien constant sur des sujets qui l'avantagent, comme la question du Tibet ou de Taïwan. Sur le plan économique et institutionnel, la Chine est l'exemple le plus visible d'une tendance plus large, qui inclut la Russie, les pays du Golfe et de l'Asie.
où de grandes entreprises, en tant que champions nationaux, sont devenus un des instruments de la politique étrangère. Ce modèle conteste directement l'idée occidentale que les marchés libres mènent naturellement à la libéralisation et à la politique. L'ère Reagan-Thatcher, fondée sur la privatisation, la déréglementation et le lien ferme entre capitalisme et démocratie, est remplacée par une logique où les États utilisent le marché pour renforcer leur contrôle politique interne et leur projection extérieure, comme ils l'ont appris de la Chine. L'élément le plus puissant de l'exemple chinois est cette équation politique. Croissance économique plus ordre social et stabilité. Pour de nombreuses élites du Sud global, la promesse est claire, prospérité et stabilité sans élection religieuse. Le modèle chinois est un modèle de capitalisme hybride, dans lequel l'État reste omniprésent en tant que stratège, financier, régulateur, propriétaire et coordinateur, au lieu de tout privatiser de manière aléatoire. La Chine a consolidé de grandes entreprises publiques compétitives dans des secteurs stratégiques exposés à la concurrence interne et externe, mais capables d'attirer des capitaux privés et d'opérer à l'échelle mondiale. En même temps, des entreprises privées chinoises stratégiques reçoivent un soutien politique direct. Le résultat est un écosystème où les frontières entre le public et le privé sont délibérément ambiguës, mais fonctionnellement efficaces. Autrement dit, le succès chinois ne résulte pas de l'adoption du libéralisme occidental, mais de son rejet sélectif. L'État n'a pas disparu, il est devenu plus sophistiqué, plus flexible et plus stratégique. Et après l'image d'effondrement du modèle anglo-américain, avec la crise financière de 2008, cette configuration a gagné encore plus d'attrait à l'échelle mondiale, surtout dans le monde en développement. Jacques dit que, tandis que les puissances européennes puis les États-Unis construisaient tant leur projection mondiale, à partir d'impulsions expansionnistes, coloniales et universalistes, liées à des guerres constantes, au messianisme politique et idéologique et à l'idée d'une mission civilisatrice, le parcours chinois est très différent. Elle, littéralement, s'en fiche. Cela ne signifie pas que la Chine va échapper aux logiques générales du pouvoir, mais que son ascension va combiner des éléments communs à toute superpuissance avec des caractéristiques différentes issues de sa propre histoire et de sa culture. La logique chinoise, donc, combine deux choses. D'une part, le fait que les puissances montantes ont tendance à élargir leurs intérêts, leurs notions de droit et leur volonté d'imposer leurs préférences. Ce qui suggère que la Chine pourrait agir de manière similaire à d'autres superpuissances. Mais d'autre part, il y a le poids de ce particularisme chinois qui façonne une manière propre de voir le monde, le pouvoir et la hiérarchie internationale. Et ces deux vecteurs ne s'excluent pas, ils se combinent. Les Européens et Américains ont une vocation maritime et mondiale, tandis que la Chine est restée une puissance continentale. Et pour la consolidation de son espace immédiat, même aujourd'hui, la Chine ne possède pas de tradition de projection militaire outre-mer comparable à celle de l'Occident. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'elle ne changera pas, mais cela indique que ce comportement ne fait pas partie de son schéma historique. De plus, l'expérience du siècle de l'humiliation, le 19e siècle agit moins comme un stimulant à la revanche, mais davantage comme un frein psychologique et stratégique, encourageant la prudence, la patience et l'aversion pour les aventures militaires ouvertes. La Chine représente un modèle post-colonial, confucéen et développementaliste, qui remet en question l'idée d'une convergence inévitable vers le modèle historique. Et cela aura un impact direct sur le débat mondial concernant les valeurs. L'axe du conflit ne sera plus idéologique, comme c'était le cas pendant la guerre froide, mais deviendra civilisationnel et culturel. De plus, le confucianisme introduit une norme éthique différente, fondée sur les devoirs, la hiérarchie, la collectivité et l'exemple moral. Et c'est ici que nous arrivons au rebondissement final de cette histoire. Parce que la grande ironie suprême, c'est que tu te souviens de ce mouvement technocrate américain des années 1900 dont j'ai parlé au début de la vidéo ? Celui qui voulait remplacer les politiciens par des ingénieurs et qui semblait être mort, eh bien l'idée derrière ce mouvement n'est pas morte. Elle est simplement restée en sommeil au sein d'une toute petite élite attendant le bon outil. Et aujourd'hui, qui est en train de ressusciter cette pensée aux États-Unis ? Ce ne sont ni les manifestants dans les rues, ni l'ancienne élite politique américaine qui a contrôlé le pays pendant plusieurs décennies, mais bien le citoyen américain moyen. Et ces nouvelles élites de la Silicon Valley et de Washington qui veulent évincer l'ancienne élite, et qui regardent la Chine avec une certaine envie, parce qu'ils considèrent que ce modèle chinois est le modèle à suivre, ou du moins à adapter.
Quand cette nouvelle élite américaine et cette classe moyenne désabusée, face aux échecs de la démocratie récupérée par la gauche radicale woke, regardent vers la Chine. Ils ne voient que pas de l'oppression, ils regardent et voient de l'efficacité. Ils voient un gouvernement qui décide de construire un pont et le fait en 6 mois. Alors qu'en Californie, cela prendrait 10 ans, à cause de la bureaucratie, des procédures environnementales et des querelles politiques. Et cela alors qu'ils n'auraient même pas à réserver certains postes pour satisfaire un groupe politique pour des raisons raciales ou de genre. Et cela est important, car ils voient que la Chine est une civilisation qui se protège de l'influence de groupes étrangers et qui protège sa majorité ethnique. Donc ce que nous voyons, c'est probablement le début de la sinisation des États-Unis ou de l'américanisation à la chinoise des États-Unis. Les Américains copient les Chinois. Pas totalement, bien sûr, mais au moins l'essence. Regardez l'économie. Le gouvernement américain adopte une politique industrielle, subventionnant fortement les semi-conducteurs et l'énergie verte et sélectionnant les entreprises gagnantes. Exactement comme dans le modèle capitaliste de la Chine, l'avenir des États-Unis, ironiquement, est de devenir de plus en plus similaire. Parce que, pour concurrencer la Chine, les États-Unis comprennent qu'ils devront copier les Chinois, obligés ainsi de devenir plus centralisés, plus technocratiques et moins libéraux. Après tout, le citoyen américain moyen, surtout l'homme blanc et hétérosexuel, s'est vu systématiquement pris pour cible. Comme le méchant du monde est responsable de tous les problèmes de l'univers, il a donc été pratiquement éradiqué des débats publics. Contrôlés par le mouvement woke et par l'afro-suprémacisme, les renards et les crocodiles de la politique traditionnelle, qui avaient dévoré les technocrates en 1930, sont maintenant vieux et perdus. Le monde est devenu trop complexe et très compétitif. Pour cette rhétorique creuse du politicien générique, la complexité du XXIe siècle exige une gestion technique et une vision à long terme. Eh bien les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ce changement que nous observons est encore en cours, il se peut qu'il ne se termine pas, il se peut qu'il évolue vers autre chose. C'est très difficile à dire, il n'y a pas de boule de cristal. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'en ce moment, nous avons une lutte entre des élites. Nous avons une nouvelle élite, adoptant des modèles géopolitiques du XIXe siècle, qui lutte contre une vieille élite utilisant ce qu'elle avait. Une géopolitique d'après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup plus orientée idéologiquement que nécessairement par un intérêt géopolitique des États-Unis. Donc c'est quelque chose de différent qui se passe et quelque chose de très, imprévisible au mieux. Soyez prudents avec ceux qui prétendent tout savoir, car en réalité, personne n'est certain, sauf que nous vivons une transition. Ce n'est pas comme si nous étions dans un lieu très brumeux où il est impossible de prévoir la suite. Quand vous traversez cette zone de brouillard, Dieu seul sait ce qui arrivera. Quoi qu'il en soit, des changements vont se produire, ne doutez pas de cela. D'accord, c'est la seule certitude pour l'instant. Quels seront ces changements? Il serait irresponsable de l'affirmer catégoriquement. J'espère que cela vous a plu. Les amis, n'oubliez pas de partager la chaîne avec tout le monde que vous connaissez, et si vous aimez vraiment la chaîne géopolitique, assurez-vous qu'elle continue d'exister, parce qu'on ne sait jamais, elle pourrait disparaître. Après tout, les vues de cette chaîne sont toujours très faibles. La seule façon d'être sûr que la chaîne va continuer d'exister, c'est de devenir membre. En devenant membre, vous garantissez que la chaîne géopolitique mondiale continue d'exister. En échange, en plus de garantir son existence, vous aurez accès aux vidéos en avant-première, vous aurez accès aux vidéos exclusives. Nous avons l'histoire géopolitique des États-Unis, celle de l'Empire mongol, sa géopolitique, l'histoire militaire de la Chine, un cours de renseignement, et plus encore. Et bien sûr, il y a aussi les lives où vous pouvez interagir directement avec moi et participer également aux groupes Telegram qui sont aussi réservés exclusivement aux membres. C'est donc tous ces avantages tout en assurant la survie de la chaîne. D'accord ? Merci à tous, je vous embrasse et à la prochaine vidéo.